Et voilà, c'est parti. Ah, Oh, on est de retour. Les trois mousquetaires du rugby français. ça va les gars? Et je vais introduire un petit peu ce stream là. On a tous vu que globalement les scores étaient élevés, que les intentions de jeu étaient différentes des championnats domestiques et même des matchs internationaux de ce week-end, enfin de cette année. Moi j'ai voulu faire un petit focus sur la capacité des équipes à lancer le jeu. Si on a eu beaucoup d'essais en première main ou sur des lancements à 2-3 temps de jeu déjà prévus. Et donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu là, les quelques extraits que je vous ai mis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je voulais montrer quand même que les deux équipes avaient cette volonté de jouer. Et là, on commence par un lancement derrière le Queens. Qui déjà, là on est à la première minute du match, c'est la première touche. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il joue la touche avant que les Racingmen soient placés. Donc là ils font une touche à 4 et en fait ils s'embêtent pas pour sauter. Le but c'était de mettre du rythme. Et du coup j'ai trouvé que c'était assez révélateur de ce que les équipes avaient essayé de faire pendant la Coupe d'Europe, c'est-à-dire de jouer les touches le plus vite possible. C'est-à-dire réduire le temps entre quand le ballon sort en touche, on réduit le plus le temps possible entre le moment où le ballon sort et le moment où la touche est jouée. Et donc là, ils partent d'une touche jouée et en plus on profite que l'adversaire est désorganisé. Ah, ils sont même pas Ensuite, rentrés dans la touche, quoi. ouais, ils sont même pas rentrés dans la touche. T'as vu, il y a des mecs qui sont encore en train de se placer, etc. Et du coup, ce qui fait que l'animation suivante, elle va être assez intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre de toucher une zone déjà faible chez les Racingmen. C'est que là, on a Dombrant, le numéro 8, qui va être porteur de balle et il a direct un petit décalage parce qu'il est face à Russell. Donc, du coup, il va pouvoir prendre un duel assez sympa et surtout, et puis le numéro 10. Après, on va avoir un deuxième temps de jeu qui est pas très très bien joué, mais pareil, volonté d'avoir des libérations rapides, de mettre du rythme. Et ensuite, là, ce que j'ai bien aimé dans la manière de manipuler la défense des Racing Men de la part d'Harle Queens, c'est que là, du coup, si vous avez attentif, vous avez vu que Russell, lui, une fois qu'il a plaqué, son but c'est de se replacer à l'opposé. Donc là, vous le voyez partir. Il se replace à l'opposé à la fois pour se protéger. Et du coup, ce qui fait que là-bas, ils veulent aller le rechercher. Ils veulent aller rattaquer sa zone. Et ils vont le faire plutôt bien parce qu'en plus, on arrive à avoir Machno et Russell, c'est les deux seuls trois quarts à défendre face à trois quarts en face. On a Marcus Smith qui va recevoir le ballon, l'ailier qui s'est replacé avec le strap au genou qui rentre dans les 15, le 15 dans l'axe de Marcus Smith, et ce qui fait qu'on va réussir à se créer un décalage assez sympa avec des bonnes mains, et on va réussir à retoucher une zone faible, et malheureusement ils font une manette, etc. Mais bon, voilà, premier lancement du match, on cherche à lancer le jeu, et du coup j'ai trouvé ça assez sympa. Un petit peu plus tard dans le match, donc ils jouent une mêlée à gauche là, dans leurs 30 mètres, et pareil, cette volonté de jouer de chez soi, de remonter le ballon à la main, et j'ai trouvé ce lancement très simple et quand même très efficace parce qu'il gagne au moins 20 mètres. C'est au SCUF, on appelle ça la SN. Tu sais, Cette bonne la vieille classe. sautée toute simple. En détail, moi ce que j'ai trouvé intéressant, on a Machno qui suit un peu la règle du 9 en défense, qui suit le 9 adverse, mais il reste quand même dans l'axe de la mêlée, il vient pas de l'autre côté pour se décaler. Parce qu'en face, on a l'ailier d'Harlequins qui est dans l'axe de la mêlée, Ouais. donc il pèse un peu dans le fermé. Donc il doit, lui, rester dans l'axe pour défendre le fermé s'il y a un 2 contre 2, etc. Ensuite, le fait que cette passe soit très large, ça empêche les Racing Man donc, Glisser. du coup, de glisser, de décaler d'un cran. Et après, là, il y a, pour moi, il y a erreur de défense de Bill qui doit pas sortir, ils doivent contrôler et c'est peut-être moins grave. Mais du coup, voilà, qualité de passe assez magnifique et de bonnes intentions, quoi, derrière le Queenski. Même s'ils prennent une trempe, bah, ils essayent de faire des trucs. Première touche du Racing, donc pareil, dans cette volonté de lancer le jeu, euh, moi ce que je reproche souvent aux équipes, c'est ma vision un peu perso, c'est d'utiliser beaucoup les mots sans savoir trop pourquoi le faire. Et là, on n'hésite pas à dévier le ballon, etc. Et moi ce que j'ai trouvé bien encore, c'est que la zone qu'ils ont ciblée. Donc là, on voit que le dernier joueur de la touche chez les Harlequins, c'est Joe Marler, donc c'est un pilier, donc a priori pas un des joueurs les plus mobiles. À son intérieur, il y a Don Brandt, je crois, le numéro 8, qui d'ailleurs est bien bloqué par À tous. Benarous. Belarus, ouais. On les Ouais. voit tous, regarde, ils sont tous Tous face à face au l'alignement joueur. adverse, ouais. 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 Et Belle image. ouais, belle image des bloqueurs. Voilà, la volonté d'attaquer cette zone de fracture où du coup Joe Marler il va pas pouvoir fermer l'intérieur suffisamment vite. Là, on voit qu'il a quasiment décroché dans le second rideau, et ce qui permet à Teddy Thomas assez facilement, en visant cette zone avec ses qualités de vitesse, en prenant le ballon un peu à plat, etc. Bah, d'en profiter et puis après il se finit le coup tout seul quoi. Mais moi j'aime bien la simplicité des lancements et le fait qu'on peut être très vite efficace en fait et qu'on n'a pas besoin de faire mille choses compliquées. Et voilà, c'est cet esprit de se dire première touche du match, on lance le jeu, etc. Ensuite c'est un autre lancement du Racing, prise du centre du terrain assez classique, un deuxième temps de jeu dans le sens avec les avants. Troisième temps, on va chercher les 15 mètres à l'opposé pour aller jouer un retour.
Ils ont cherché à garder Trinduc, je pense, de l'autre côté du ruck, là, dans le sens de jeu, pour garder les trois quarts là-bas. Et ensuite jouer ce retour avec Kurt Lebill, qui était aussi et qui fait un grand tour. Chavancy, qui était dans le premier ruck et qui s'est relevé et qui vient à l'opposé. Et ce qui fait qu'après, on peut exploiter là les. En plus, c'est très mal défendu, mais les déconnexions en face, où on arrive à mettre Kurt Lebill face à des avants. Et du coup, on joue super bien le coup là avec ce petit jeu dans le dos. Ça déconnecte totalement la défense d'Harlequins. Et on franchit. Et puis après, c'est. Et après, c'est assez sympa. Toujours sur un lancement, cette fois-ci à 2 temps de jeu. Euh, et là, c'est un enclenchement un peu plus compliqué, avec des courses et des timings un peu plus difficiles, mais que vous avez sûrement vu si vous êtes un observateur du rugby depuis quelques mois ou même quelques saisons. On voit beaucoup cet enclenchement qui se fait à 2 temps de jeu. Donc le premier temps est comme d'habitude, prise du centre du terrain. Là, on a le même enclenchement que tout à l'heure. Donc, 2 joueurs en colonne, le 12 et Dombrant, le 8, qui est le gros porteur de balle derrière. On lui donne, il va chercher la zone de Finn Russell. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on essaye de jouer le retour. Et dans ce retour-là, on fait cette petite animation avec un avant et un 3/4 qui va venir. Du coup, il peut pas gratter non plus, 2 contre 1, on a une libération rapide. Libération super rapide, et là on voit direct que tous les avants qui étaient dans la touche sont obligés forcément de combler l'espace avec le ruck, et que là, Benarous il se rend bien compte qu'il va se tramer quelque chose, mais qu'il y a un truc qui va s'ouvrir. Et donc là, euh, tous les avants qui restent sur l'extérieur, on a le 9 qui défend le couloir au bout, fin de redoubler avec le 9, remise intérieure au 13, le 13 qui était de l'autre côté du ruck, donc course difficile à lire, et là on voit que Benarous il a zéro prise d'info sur lui du début à la fin, et du coup il va se faire avoir. Et en plus, Loret qui lui a mis les mains dans le ruck n'est plus dans la circulation défensive, donc ne peut plus défendre. Donc en retard et franchissement. Donc là on voit bien que Benarous il a un très gros espace à couvrir avec le Gwen je pense, peut-être c'est ou c'est un autre pilier. Le fait qu'on ait 2 premières lignes, l'un à côté de l'autre, on l'avait vu sur la première analyse des Anglais, c'est une faiblesse dès qu'on a 2 premières lignes ensemble dans la ligne de défense collée. Et là, est hyper bien exploité. Benarous qui chasse qui chasse le numéro 9. Et en fait, remise intérieure sur un joueur en retard. Parce que n'empêche que Loré, il doit couvrir. Qui fait déjà un très bel effort défensif. Il est de l'autre côté du ruck et il doit couvrir là. Et au final, il sera un peu juste. Évidemment, vous avez remarqué que le joueur derrière le Queens là, qui est juste devant l'arbitre, qui est à la gauche de Benarous, c'est juste devant l'arbitre. Évidemment, lui, son rôle, c'est pas de déblayer. Son rôle, ça va être de bloquer Loré et de lui faire un petit pas de côté supplémentaire pour le retarder et permettre le franchissement. Donc ça, c'est toujours les ruses classiques dans tous les lancements. Ce que tu as dit était vraiment une super introduction à ce que moi, j'avoue, je vais présenter. Moi, je me suis focalisé sur le match Clermont-Munster, qui était un super match. Si vous avez eu l'occasion de le regarder, il était très sympa en termes de scénario, mais aussi il était c'est du très haut niveau en termes de contenu. Moi, je voudrais revenir sur leurs 2 premiers essais au Munster. Qui sont à chaque fois, enfin tous leurs essais d'ailleurs sont arrivés à partir de lancements sur touche, à chaque fois des touches en zone de marque, dans les 22 mètres, même si la première est légèrement à l'extérieur des 22 mètres. Un petit mot de contexte à ce moment-là du match, là, donc là je suis sur le premier essai. Voilà, le Munster en fait a fait 3 touches déjà à ce moment-là du match. À la 28e, là ils ont fait à chaque fois des touches, toujours la même, la fameuse touche 5+1, avec CJ Stander en relayeur et Connor Murray. Et ils vont finalement reprendre le même principe. Ils vont faire cette fois-ci non pas un 5+1, mais un 6+1. Parce que plutôt que d'utiliser Murray loin derrière l'alignement, ils vont le faire rentrer dans l'alignement. Donc là, je l'ai mis un petit peu en surbrillance pour que vous le voyez. Il est du coup en position de premier dans l'alignement. Et ce qui va en fait avoir pour effet immédiatement de déstabiliser l'alignement clermontois. Mais je me trompe peut-être sur l'identité du joueur, qui en fait est au dernier moment est en train de combler un espace qu'il a vu vide, mais on ne sait pas vraiment qui doit aller où. Ouais. En tout cas, voilà, on voit que là, finalement, le simple fait d'avoir mis Murray en plus, ça a suffi à créer un tout petit moment de flottement dans l'alignement de Clermontois sur lequel ils ont immédiatement capitalisé, puisqu'ils arrivent à récupérer la balle de façon ultra propre et à lancer le jeu exactement comme ils l'entendent. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que ils jouent complètement sur l'effet de surprise. Toute l'idée de ce lancement, c'est de faire croire qu'on va utiliser nos joueurs, encore une fois, nos joueurs classiques dans des zones classiques, sur des actions classiques. Et donc, du coup, on fait croire à la défense qu'on va exactement faire ce à quoi eux, ils s'attendent. Ouais. Donc là, vous allez voir, par exemple, qu'il y a Yato dans la ligne à côté de Camille Lopez, qui, on sait, n'est pas un gros défenseur. Et Yato, il est là pour quoi ? Il est là pour défendre
la zone 10 si jamais il est attaqué forte sur une cut des centres. Là, je sais qu'il y avait De Allende qui est quand même pas une demi-portion. Il y a aussi Farrell qui est non plus pas un mec rigolo. Voilà, donc en fait, là, Yato, lui, il est là pour identifier une zone, enfin, consolider pardon, la zone de Lopez et voir si jamais il y a une menace là. Bah, son taf, c'est immédiatement d'aller essayer de dézinguer forcément le mec qui va essayer d'arriver là-dessus. Exactement, donc là, Yato, il se dit vraiment, c'est la situation exactement pour laquelle je suis là, je suis placé pour ça, bah, je m'engage, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ce lancement est vraiment particulièrement intéressant, parce que du coup, vous allez voir que là, De Allende décide de faire une espèce de redoublé, en fait, source, avec un des joueurs, un des avants qui n'était pas dans l'alignement, Coombs, euh, et, euh, et du coup, ils arrivent quand même en fait, à attaquer la zone de Camille Lopez. Ils arrivent à contourner en fait Yato qui lui a été fixé par la course de De Allende, et ils arrivent quand même à réussir à attaquer Camille Lopez, qui est le défenseur suivant. Ouais. Forcément, du coup, Coombs, qui est quand même un troisième ligne un peu costaud sur Camille Lopez, bah, ça menace du coup les défenseurs autour de Camille Lopez, et ça incite notamment Moala à venir supporter l'effort défensif. Puisqu'on voit que De Allende et Farrell, qui vient de très très loin, qui est le joueur qui arrive de l'extérieur, ils sont là pour en fait supprimer les défenseurs. Ouais, donc évidemment, j'ai mis en lumière le fait que du coup Fourcade là est le seul joueur qui a circulé avec Yato, mais qu'en tout cas, du coup, il y a un joueur de première ligne qui est complètement isolé et donc du coup qui va laisser de la place à la petite animation que les joueurs du Munster ont préparée pour le deuxième temps de jeu. Déjà, il y a Murray qui porte un petit peu pour fixer justement Fourcade, pour fragiliser le défenseur suivant qui est Yato, pour le forcer à faire un choix entre Stander qui vient en cut et O'Mahony, qui était du coup le porteur de balle, le preneur en touche, pardon, qui vient du coup de très très loin, qui est complètement masqué parce qu'en fait il a une course de joueurs en retard. On dit souvent que les joueurs d'eau sont des joueurs qui sont en retard. Bon, lui, du coup, il gère parfaitement son timing, il est dans le timing parfait, du coup il prend la balle dans un espace, ça oblige du coup le défenseur encore suivant, Barak, à se resserrer et à libérer l'espace pour l'arrière qui va marquer. Là, je voulais juste rapidement montrer que, en fait, à quel point la libération avait été rapide, puisque là, il y a quand même un gros surnombre, juste le fait que les arrivent à faire circuler des joueurs dans le sens. Tu peux mettre la suite du clip, ouais. Briac, sur le deuxième plan. Ouais. On va voir justement encore un petit peu en plus en détail, un deuxième niveau, tout ce qui justement a permis de donner cette espèce de sensation de facilité, quoi. Ben, en fait, on voit déjà que Conor Murray il avait un placement un petit peu particulier. Mais en fait, on voit que pour réussir à être à la fois le premier joueur de l'alignement et là, pour libérer la balle en moins de 2 secondes lors du premier ruck, et ben en fait, il est obligé d'être un petit peu inventif. Et on connaît déjà ce comportement chez le numéro 9 qui vient couper la défense sur les situations de franchissement. Voilà, lancement, situation de franchissement plus que potentiel. Et donc, du coup, Conor Murray, plutôt que de faire le tour de son côté de l'alignement, il coupe la défense. Il gagne 3-4 secondes, quoi. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Marshall qui en fait donne évidemment très tôt à De Allende. On peut en fait d'un premier coup d'œil en fait on pourrait se dire que c'est pas le donner, mais en fait il a une très très belle attitude. C'est qu'immédiatement après avoir donné, il pèse à l'intérieur, il redresse et il soutient pas en fait l'axe de De Allende. Il reste à l'intérieur pour pouvoir justement aussi éventuellement bloquer des défenseurs. Et il y a Earls qui en fait là depuis on sait que c'est un joueur qui est beaucoup utilisé en plus à la fois chez les Irlandais, mais même dans ces petites animations-là, parce que c'est un joueur qui est très fort sur les timings et qui en plus est un petit peu steppé, donc il peut sortir de situations sans trop d'espace. Et c'est encore une menace, et ça c'est aussi un truc que je trouve assez incroyable dans ce lancement, c'est qu'en fait, tous les joueurs qui sont généralement les joueurs qu'on utilise principalement pour les franchissements au Munster, en fait, ne sont pas utilisés, c'est pas les joueurs qui touchent les ballons, et c'est pas les joueurs qui sont les clés en fait du lancement. De Allende, il est là pour donner, Earls, il touche pas la balle, Adrahan, le numéro 10, ne touche pas la balle du lancement, et Conor Murray fait une passe de 2,50 m. Si on avance un tout petit peu, du coup, on parlait justement du fait que les Clermontois, ils ont mis le nez dans le maul, et donc du coup, ça va créer une très très grosse déconnexion que j'ai mise, je crois, que j'ai mise un petit peu en lumière à un moment, qu'il y a un gros trou en fait entre le premier joueur qui circule et le dernier joueur qui va circuler côté Clermontois. Et pour terminer sur cet essai-là, si ensuite on peut avancer un petit peu, je crois que j'ai quand même déjà pas mal parlé. Je voudrais juste dire un petit mot de l'animation en fait qui est jouée en fait derrière le ruck entre Murray, Stander et O'Mahony. On voit qu'en fait Stander et O'Mahony viennent évidemment très très loin puisqu'ils ont participé à la touche. Stander était celui qui a fait le peel-off, Mahoney était celui qui a sauté. Et on voit qu'ils gèrent parfaitement leur timing. O'Mahony n'accélère pas trop parce que du coup sinon il aurait été visible de la part des défenseurs. Il accélère qu'au dernier moment. Et on peut quand même vraiment applaudir à 2 mains et
plus s'il faut. La qualité de course de Stender et d'Omaoni, non, mais c'est magique. sur le changement d'appui, sur le changement de rythme, Énorme. sur le fait que Stender, au moment où il accélère, Omaoni accélère exactement au même moment. Ils partent tous les deux droits. Il y en a un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche. C'est absolument indéfendable. C'est absolument indéfendable. Cette fois-ci, là encore une fois, après une touche, mais cette fois-ci, après une touche dans les 5 mètres, donc ils vont faire un choix assez classique de Maul. Là, c'était la première, en fait, il y a une série, leur premier essai intervient après une série de touches. Je vous ai mis la première. En fait, la première touche, c'est en fait un aliment auquel il fait classique. Ils sont à 7 avec le relayeur, enfin le numéro 9 en position de relayeur. Rien de bien. À noter quand même, évidemment, la très bonne attitude de Thunder qui vient en fait, qui vient de l'extérieur, puisqu'en fait il saute en premier bloc, mais qui vient étayer entre le porteur de balle et la touche. Et on va voir qu'il a un très très gros rôle, même si le Maul va pas franchir la ligne quand même. Et en fait, il va avoir un très très gros rôle pour empêcher justement la poussée des Clermontois qui, eux, du coup, vont évidemment pousser vers la touche, qui vont axer leur pousser vers la touche. Du coup, deuxième chance. Encore une fois, regardez le chrono, puisqu'on est quand même à la 70e minute quasiment. Ils décident de nous faire une petite innovation. Donc, plutôt que de nous faire un alignement classique, ils décident de jouer là où finalement ça va faire mal, puisque les Clermontois sont un de moins du coup devant. Donc, bien sûr qu'ils vont aller lancer un maul. Et ils décident d'utiliser leurs deux centres. Donc là, on voit Chris Farrell et il y a DLIND qui est juste derrière lui. Encore une fois, dans cette zone la première zone de l'alignement. Donc du coup, en fait, ils sont à 9 plus 1. Donc même si là, pour le coup, niveau intention, les Clermont sont plus sûrs que les autres coups de ce que les joueurs du Munster vont faire. En tout cas, c'est encore une fois très très bien joué. Et je pense que c'est une action qu'on va pouvoir pas mal discuter. Donc, si tu peux lancer le clip, on voit que du coup, ils arrivent à atteindre une zone intéressante en termes de lancer, puisque cette fois-ci, ils s'éloignent de la touche. Donc, ils permettent finalement de pouvoir pousser avec un petit peu plus de sécurité. Les deux centres, on voit qu'ils ont des courses programmées sur ces attitudes-là, puisqu'en fait, ils se reculent pour pouvoir impacter à l'intérieur. On voit que les Clermontois sont déjà en train de pousser, alors que la balle est déjà partie des mains du sauteur. Il y a ce qui ressemble quand même un petit peu, pour en avoir aussi discuté avec certains arbitres, ce qui ressemble quand même à un gros écran quand même, parce que la balle est quand même rapidement transférée à un joueur derrière en fait un autre joueur du Munster, avant même qu'il y ait encore contact un joueur clermontois. Donc possible écran. En tout cas, le mouvement est quand même magnifique et il va aller à l'embut. Donc, moi, je me suis focalisé sur, et j'ai remarqué sur les différents matchs. Alors, j'ai pas pu tous les voir évidemment, mais j'ai remarqué sur les différents matchs qu'il y avait pendant la Coupe d'Europe, qu'il y avait des variations dans les zones de marque et des variations sur le jeu à une passe. Juste soulever que il y a des choses qui se font, qui moi m'intéressent en tout cas. Le premier extrait, c'est sur ce match-là, c'est sur le Clermont Munster. Donc j'ai vu plusieurs fois le bloc de 3 avant qu'on a de manière classique et un quatrième qui est intérieur. Et donc là on va voir. J'envoie. Donc tu peux envoyer. Donc ouais, du coup moi je fais un décalage. Ouais. Envoie, je pense qu'elle passe 2 fois. Clac. Et on voit que c'est le tout premier. Donc là en l'occurrence c'est Yato. Qui vient chipper le ballon au bloc de 3 et donc qui passe devant tout le monde et qui est un peu surprenant. Il intercepte la passe. Ouais, en tout cas je trouvais ça intéressant dans le sens où déjà ça contrecarre un peu les stratégies de sniper et tout, les mecs qui viennent fort extérieur du futur porteur de balle. Déjà là ça surprend aussi le premier défenseur, puisque là on voit que même il y a un plaquage manqué. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Ouais. Bon, la deuxième, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est c'est pas des relances, mais c'est le jeu à une passe avec le placement en colonne des avants. Donc celle-là, elle est vraiment magnifique. Et là-dessus, vous verrez, donc là, elle repasse plusieurs fois. Ce que je trouve intéressant, c'est l'orientation des épaules de Murray. C'est que au final, on se rend compte que cette animation, elle peut être hyper efficace si elle est bien jouée par le 9. Je trouve que le 9, il a vraiment un rôle prépondérant. Ah ouais. Il faut qu'il porte pour menacer l'intérieur du premier. Il faut qu'il porte, mais il faut pas qu'il porte. Regarde, Murray, il a les épaules dans le sens du terrain. Ouais. Tu vois.
il a les épaules, clac. Tu vois, là, il est capable, tu vois, s'il garde le ballon, il est capable de revenir inter, là. Ouais. Tu vois, donc là, sur celle-là, ça fonctionne bien. Et je trouve que le 9, là, il a vraiment un rôle prépondérant. Vous allez voir sur l'action d'après, donc c'est Northampton qui fait, la même. Et on voit que c'est pas du tout efficace parce que le 9, il est dos à la défense presque. Donc Il là, il n'y a menace aucune pas, il est pas surprise. menaçant. Ok. Ouais, il y a aucune surprise. Du coup, là, vous allez voir. Donc là, ça passe, clac. Regarde l'attitude du 9, ça a rien à voir. Ouais. Il porte pas Tu vois, il est facilement. loin. Ouais. Et elle y est plusieurs fois. Le Northampton, ils ont fait 2 fois ça. Là, tu vois, je trouve que ce qui est, enfin, en tout cas, l'indice qui permet à la défense de pas aller sur lui, c'est les épaules qui sont orientées là. Tu vois, là, il peut pas faire d'appui NT, il peut pas faire d'appui intérieur ou venir jouer son duel parce que il a le pied gauche du coup. Il a le pied gauche qui est derrière le pied droit. Ouais. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a des fois, Conor Murray le fait super bien. C'est que le travail du 9 lors de ces séquences-là, là on voit, il fait un pas de côté, il n'y a aucune menace, tu vois, il est vraiment juste Éjecteur. passeur. Alors, ouais, il est éjecteur. Voilà, cet extrait-là, je le trouve super intéressant. Donc, encore une fois, toujours sur l'incertitude qu'on peut mettre en zone de marque, Leinster, hein, qui est quand même, bon, on peut se le dire entre nous, peut-être une des meilleures défenses d'Europe, voire plus. Là, sur cette séquence-là, vous allez voir, donc tu peux passer l'extrait, de toute façon, Allez. il y a les ralentis après. C'est le bloc de 3 et ce que je disais tout à l'heure, donc la densité, le bloc de 3, les joueurs qui vont venir monter fort sur ce bloc de 3 et le joueur qui arrive après, donc je crois que c'est le 15, 15 ou Ouais, 12, non, le 13, je crois même. qui arrive de loin, qui Ouais. arrive de loin, et donc on laisse passer le ballon pour ce joueur-là. Ouais, non. Bah, je trouve ça très difficile à défendre, dans le sens où, comment. Là, tu peux pas défendre comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui sur les blocs de 3, c'est-à-dire monter fort comme ils ont pu le faire, parce que ça crée des déconnexions. C'est pas grave. J'ai remarqué que Clermont n'hésitait pas, proche des lignes, à jouer, à faire 2-3 passes sur la largeur, ce qui en soi est souvent efficace, puisque on se rend compte, là on va voir sur la vidéo, qu'avec un leurre au milieu de terrain, toute la densité de joueurs elle se retrouve au milieu de terrain, et même avec une passe un peu moyenne, Penaud il va marquer en marchant. Donc je trouve que cette alternance on la voit très peu aujourd'hui. Ouais. On la voit très très peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a souvent du jeu proche pour gagner les mètres, les derniers mètres et tout. Et là, en l'occurrence, elle est vraiment. Bon, il y a une montée à contre-temps aussi du 13, hein, mais elle est vraiment intéressante. Et c'est vrai Donc, que t'as raison sur la stratégie de pas faire échouer le maul et d'attaquer depuis le maul, quoi. Tu vois? De pas laisser le maul passer au ouais. sol et de repartir sur des ballons lents et tout, de se dire que là on lance le jeu depuis le maul et que c'est une situation hyper avantageuse parce que la défense doit se livrer. Mais, ouais, et puis clairement en marqué contre Bristol, hein, sur celle-là, la même, hein, Mm. la même. 12-13, le 13 à plat, clac, le 10 dans le dos et l'ailier qui vient, l'ailier intérieur qui vient. Et là, encore une fois, bon, on ne jugera pas la passe ni le choix, mais Peyo c'était. qui nous dit le Racing fait souvent cette relance après plusieurs relances proches des lignes. Un centre vient après le bloc d'avant avec une course intérieure. C'est vrai, Vakatawa qui l'a pas mal Ouais. fait. Il y a... Ouais, bah tu vois, c'est souvent Vakatawa qui vient. Je vous conseille un article qui complète très bien ce que Jérém est en train d'imager. De Murray Kinsella, qui est un journaliste irlandais qui avait fait un article là-dessus, qui fait des articles d'analyse rugby. On vous l'enverra si vous restez, on essaie de le retrouver, qui est très intéressant là-dessus. Alors, si j'ai orienté mon analyse aussi sur ça, c'est parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé sur Angleterre-France, la longue séquence des Anglais. Ouais, Tu vois, où on sentait qu'il y avait une volonté de ralentir le ballon, de pas se précipiter pour gagner justement le mètre qui allait bien. Et donc là, il y a les 3 dernières séquences, donc là on peut les laisser défiler. C'est Gloucester contre l'Ulster, où là on voit une volonté déjà d'une part de proche des lignes de mettre du rythme et de varier. Bon là en l'occurrence le premier choix est pas forcément extraordinaire, mais de varier les formes de jeu et pas être toujours sur du frontal avec l'objectif d'avancer.
Magnifique cette relance de jeu avec la petite redoublée. Je pense pas que ça soit fait exprès, mais c'est très beau. Ouais, celle-ci là, Elle celle-ci est elle est énorme. très bien. Énorme. Ouais, toujours Ah, des passes donc de là on arrive plus. proche des lignes. Là on arrive proche des lignes, on se dit bon ces mecs là ça va faire jouer une passe, clac, et encore une fois une passe longue. Clac, et ça déplace le ballon. Je trouvais ça intéressant, déjà d'une part sur le rythme, et d'autre part je trouvais ça intéressant parce que ben ouais il y a des prises de risque. Alors là en l'occurrence ça paie pas, mais sur la fin de match finalement ça a payé. Avec des prises d'initiative des avants aussi, vous allez voir là sur cette séquence là, je crois que c'est sur celle-ci, où on va voir les avants se faire des passes alors que sur ces zones-là d'habitude c'est assez rare. Mais il joue au rugby quoi, Bah ouais, non mais c'est en ça. fait. Alternance, hein, parfois 2 Mais passes, parfois 3 passes, parfois 0. Ouais, c'est non. David Lazer qui est un peu plus haut c'est la passe qui élimine les défenseurs quand on parlait de la relance de Conor Murray, mais c'est vrai que les équipes qui ont mis quand même la part belle dans leur relance d'avant et dans leurs animations avec les avants, passes à avant contact et après contact, c'est quand même des équipes qui s'en sortent plutôt bien en ce moment, quoi. Ouais. Donc, très intéressant d'utiliser ça justement en plus en zone de marque parce qu'il y a un effet de surprise qui est évident et qui est renforcé quand on est dans une zone où j'ai C'est des là, grands coups de bélier, quoi. celle-ci Ouais, elle est très pas très mal belle, là. ouais. Clac, ici, Après, là on ça fait reviendra sur. Il gagner. y a Yadis qui a fait une bonne remarque dans le chat, on y reviendra après l'extrait. Et, et cette petite. Ouais. Ah, putain, la passe de plus. Ouais, décale ligne de front à chaque fois. Ouais, et puis encore une fois, ça devient difficile de plaquer à deux. Il y a deux passes d'affilée, tu changes de focus, tu fais une passe proche de la défense, t'as quand même beaucoup de mal derrière à changer ton attitude.